Tu ne peux pas vouloir attirer l'amour si tu vibres la haine ou la peur ou le jugement. Tu ne peux pas attirer l'abondance si tu vibres le manque. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je voulais que ce soit mon invité? On a fait un voyage 360. De se dire que la clé n'est pas de chercher la bonne personne, mais de la devenir. Bienvenue sur Ego Trip, le podcast où l'art rencontre la vie et où chaque histoire devient un miroir de qui nous sommes. À chaque épisode, je vous propose de plonger dans un extrait de film, de chanson ou de livre qui attise ma curiosité. Je partagerai avec vous mes pensées, mes réflexions pour qu'on puisse ensemble tirer des leçons de vie afin de mieux vivre et ne plus passer à côté de l'essentiel. Que ce soit en solo ou avec des invités inspirants, on explore comment ces chefs-d'œuvre peuvent nous réveiller, nous révéler et surtout nous inspirer. Je vous souhaite de savourer ces partages comme un moment rien que pour vous, avec l'art et les histoires de vie. Parce que les deux, en fait, c'est ce qui nous aspire le plus, non? Abonnez-vous pour ne rien rater. Bonne écoute! Hello Maxime! Hello Céline. Mon frère des mots. Ma sœur des mots, merci. Je suis obligée de commencer par ça parce que c'est ce que tu es pour moi, un frère des mots. Alors certains comprendront pas, mais nous on sait pourquoi on dit ça. Exactement. Je suis ravie que tu aies pu me rejoindre sur cet épisode. Et tu sais, je t'ai contacté il y a quelques jours parce que je savais que tu serais sur Paris et je voulais absolument t'attraper pour qu'on puisse faire un épisode ensemble et qu'on puisse se retrouver. Merci. Et puis, tu te rappelles, je t'ai fait un audio en te disant ce serait bien qu'on choisisse un son. Tu vois, genre un Tupac, je sais pas, un son à l'ancienne comme on aime bien. Et je voulais aussi un son parce que depuis le début de ce podcast, je ne parle que de livres. Okay. C'est vrai que j'adore lire et je prends souvent des extraits de livres. Et je voulais changer un petit peu, je voulais prendre un film ou un son. Mais à travers nos échanges, j'ai compris qu'il y avait un extrait qui était vraiment hyper important pour toi. Oui. Je pense que c'est un extrait qui fait écho à ta vie, qui fait écho à ce que tu as pu voir de tout ton cheminement, de ta quête. Oui. Et c'est un livre qui pour toi était important. Oui. Et quand tu m'en as parlé, quand tu m'as expliqué l'extrait qui te tenait à cœur, j'ai pas pu faire autrement que de choisir celui-ci et d'encore plonger dans un extrait de livre. Et je m'en fous, c'est pas grave. Let's go pour un livre encore. Alors, je suis ravie avec toi dans cet épisode qu'on puisse parler de Will Smith et de son livre Will et qu'on parte d'un extrait. Oui. Déjà, bonjour à toi. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Honoré d'être là, vraiment. Merci pour m'avoir appelé. Merci pour cet épisode. Et merci pour l'ensemble du travail que tu fais et pour l'exemple que tu incarnes vraiment. Écoute, ça, je sais pas, mais... Si, je sais. Les gens qui t'écoutent savent. En tout cas, c'est marrant, mais on en parlera tout à l'heure. Mais y a beaucoup de choses qui se passent pour moi en ce moment et qui me font rappeler certains échanges qu'on a eus il y a quelques années, il y a quelques mois. Donc, si pour moi, c'est important que tu sois là aujourd'hui, c'est parce que, oui, tu maîtrises bien les mots. Oui, tu accompagnes divinement les gens dans leur quête, dans leur réflexion, dans leur passage à l'action, mais aussi dans tout ce qu'ils peuvent traverser, dans tout ce qu'ils peuvent expérimenter ou explorer pour avoir plus de clarté, d'évidence, de fluidité. Mais c'était important pour moi aussi aujourd'hui parce que je suis sûre que cet épisode va permettre à tous ceux qui vont l'écouter d'y voir plus clair dans ce qu'ils sont en train d'explorer actuellement. Et c'est notamment grâce à cet extrait, alors je vais le lire, mais je compte sur toi pour m'aider à Bien sûr. À lever tout ça. Oui. Et cet extrait, c'est la source de la souffrance humaine, vient du fait que l'être humain veut mettre de la logique dans un univers qui n'est pas logique, mais magique. Et que c'est dans cette magie que se trouve le champ des possibles. Merci. Waouh. Ça vibre. À chaque fois que j'entends cette phrase, j'ai beau la lire et la relire, ou l'écouter et la réécouter, j'ai l'impression que Will Smith, quand il a écrit ça, il a vraiment mis les mots sur ce que moi j'ai pu vivre et sur ce que beaucoup de gens vivent. C'est-à-dire l'idée que constamment on essaie de correspondre à des codes, à des cases, et c'est ce qui crée nos croyances, mais c'est ce qui crée aussi nos illusions. C'est-à-dire qu'on croit qu'en correspondant à cette case, on va pouvoir vivre le bonheur, alors que très souvent, on s'efforce, on donne tout, et très souvent, on arrive à des points butoirs dans notre vie où on traverse même le désert, ce que certains mystiques appellent la nuit de l'âme, où on se dit, mais j'ai tout donné, j'ai tout fait, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai rempli chaque case, j'ai pensé aux autres. Et comment ça se fait que j'en suis arrivé là? Comment ça se fait que finalement, je ne suis toujours pas heureux? Comment ça se fait que je n'y arrive toujours pas? Et très souvent, c'est parce qu'on a essayé davantage à correspondre à de la logique mentale plutôt que d'avoir mis notre cœur au centre de tout. Et c'est dans ce cœur
que réside justement le champ des possibles, parce qu'il n'y a aucune formule mathématique pour dicter la loi du cœur. Tu sais, avant qu'on commence l'épisode, tu me parlais d'un tout. Tu redis encore ce mot, le tout. Oui. J'ai envie qu'on revienne un petit peu là-dessus parce que pour beaucoup, en fait, c'est un peu flou. Oui. Et le tout, ça peut être à la fois rien, ce néant, mais en même temps ce tout. Qu'est-ce que c'est finalement Moi, ça me rappelle un petit peu cette notion de vacuité que j'aime aborder, par exemple, quand je fais des ateliers en méditation, parce que la vacuité, c'est quelque chose qui représente à la fois le rien et le tout. Ce truc où vraiment on est tout petit face à un monde énorme, mais en même temps on est hyper puissant face à la petitesse de plein de choses. Donc c'est quoi finalement ce tout? Parce que je crois que Will Smith, dans cette vérité en tout cas, dans cet extrait, finalement c'est un tout. Oui. Parle-moi de ce tout. Alors pour moi, je pensais, si tu l'as tellement bien dit, c'est que cette phrase d'ailleurs, quand on en a parlé off micro, tu me disais mais à quel moment du livre tu l'as trouvée? Et je t'ai dit, franchement, j'en ai aucune idée pour être honnête, mais pour moi, cette phrase symbolise le tout. Et ce livre se symbolise en une seule phrase, comme si en quelques mots, ça pouvait parler justement de ce qu'est le livre, mais de ce qu'est aussi notre vie. Et quand je parle du tout, ce que j'entends par le tout, le premier mot qui résonne, mais chacun aura sa vérité. Ce que j'entends par le tout, c'est l'amour. Mais pas l'amour dans le sens où c'est mignon, c'est gentil, avec les fleurs bleues. L'amour dans le sens où, vraiment étymologique du mot amour, parce que dans amour, il y a am et il y a ur, qui vient de l'hébreu aor, mais aussi dans l'arabe nour, qui veut dire lumière. Et c'est magnifique parce que dans le berbère raffin, ur, ça veut dire le cœur. Et pour les Égyptiens, le cœur, c'était le siège de l'âme. Donc en fait, ça se recoupe. L'âme ur, ça veut dire la lumière de l'âme. Et en fait, tout ce que l'on va vivre dans notre vie, c'est, dans le meilleur comme dans le pire, de l'amour, parce que c'est ce qui va mettre en lumière notre âme. Mais attention, parce que la lumière, ça brille, mais ça brûle aussi. Et c'est le principe des étoiles. Elles brillent parce qu'elles brûlent. Mais du coup, ce qui nous brûle est là pour nous faire briller. Et en ce sens, pour moi, c'est ça le tout. Et c'est ce qui est véhiculé dans cette phrase. Parce que dans cette phrase, on voit que c'est un peu ce que chaque être humain essaie de faire, aller plonger dans la logique et être au service de la logique. Sauf que quand on est au service de la logique, notre logique, elle est limitée. Mais le tout, ce qui symbolise l'ensemble des cultures, l'ensemble des particules de cette planète, ça va au-delà de ta logique. Et du coup, si tu te limites dans un monde illimité, c'est comme si tu avais déjà mis des barreaux aux portes de ta pensée, aux portes de ton être, aux portes de ton évolution. Et donc, au lieu d'être dans le tout, tu n'es que derrière un petit barreau. Aller dans le tout, c'est aller au-delà des barreaux, donc au-delà de tes croyances, au-delà de ton illusion, au-delà de ce qui fait mal, au-delà de tes codes, au-delà de tes jugements. Et là se trouve le champ des possibles. D'où la phrase de Will. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je voulais que ce soit mon invité? On a fait un voyage 360. J'adore. Retenez bien une chose de Maxime, c'est ça, c'est-à-dire que si je l'appelle mon frère des mots, c'est pas par hasard, c'est que dans chaque mot, il va le décortiquer, non pas pour faire le mec relou scientifique qui connaît tout sur le mot, mais vraiment pour qu'on comprenne en fait l'origine, la racine du mot. Est-ce qu'on se rend compte finalement que derrière le mot amour, il y avait tout ça? Non. Et merci pour ce rappel, parce que moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, c'est cette notion de se brûler pour récupérer cette lumière. Exactement. Et finalement, dans la vie, et je pense que Will Smith en parle tout au long de son livre, et je pense qu'on l'expérimente tous, mais que parfois, il nous manque cette clarté sur comment j'interprète ces épreuves, comment j'interprète cette électricité là qu'il y a dans ma vie, ces turbulences, ce truc qui me brûle, en fait, des fois qui me déchire, qui me fait mal, qui me fait hurler, et où je n'arrive même plus à voir la lumière. Mais finalement, ces moments-là, ils nous rapprochent énormément de notre lumière. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, ce tout. Ces moments qui brûlent, cette lumière, en fait, elle est tout proche, mais c'est nous qui choisissons de s'en éloigner. Et derrière ce mot amour, on n'est pas là pour parler des gars, des meufs, amour. Non, c'est pas ça. C'est l'amour, en fait, qu'on se porte, l'amour que la vie nous porte, l'amour que Dieu, l'univers, la vie nous porte. Et si, à travers ces petits moments où on se brûle les ailes, on récupérait un petit peu cette lumière en mettant un peu plus de conscience et de lumière aussi sur la situation, peut-être qu'on approcherait ce tout. On serait dans ce tout, on ferait partie de ce tout. On serait tout simplement le tout. Donc merci pour cette lumière. Merci à toi. On ne s'est pas brûlé avec toi, mais on a rapproché. Merci beaucoup. On revient sur l'extrait. Et tu vois, je te le disais aussi en off, je n'ai pas encore lu moi ce livre. Je pense que ça va être l'un des seuls épisodes que je fais sans avoir lu le livre. Mais la phrase était tellement belle, l'extrait était tellement beau. J'ai écouté
les extraits de ce livre en audio sur YouTube pour comprendre un petit peu, parce qu'effectivement, Will Smith, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi, beaucoup fasciné par toute la richesse de ses personnages, par tout ce qu'il a pu expérimenter. On sent que c'est quelqu'un qui a été torturé par la vie, mais qui a énormément de sagesse, qui a dû vivre des choses quand même très compliquées, mais qui en même temps a énormément travaillé. Il parle notamment dans son livre du fait d'avoir du talent, mais aussi d'avoir des compétences. Et le fait de se dire que c'est pas parce qu'on a du talent qu'on va y arriver. Le talent, c'est inné, on l'a en nous dès qu'on naît. Mais le fait de travailler sur ce qu'on veut obtenir, sur ce qu'on veut avoir, sur ce qu'on veut rapprocher, pour y arriver. Et lui, je crois que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé ses personnages, les scénarios, ses films, etc. Tout ce qu'il a fait. Je crois qu'il explique que la chanson, c'était quelque chose de passionnant qu'il a mis dans certains milieux, etc. Mais le fait de travailler ses personnages, c'était aussi inculqué par son père, qu'il a énormément mis dans cette notion de travail, de labeur, mais qui finalement l'a rapproché de ce qu'il recherchait. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce livre, Maxime, mis à part ce tout ? Qu'est-ce que tu retiens, en tout cas, des leçons, des messages que Will Smith a insufflés dedans ? Eh bien, pour reprendre la magnifique explication que tu as faite de cette phrase et de ce que j'ai pu dire juste avant, je pense que ce que je retiens, tu sais, dans cette idée que la lumière brûle et du coup, ce qui te brûle peut te faire briller, c'est une éducation que Will Smith transmet dans son livre et que nous n'avons pas l'habitude d'avoir. C'est-à-dire, on voit que, par exemple, tu as parlé d'être des choses innées, et on voit que ce qui semble être inné pour Will, en fait, vient de sa première brûlure. Je m'explique. C'est de la brûlure de son père, c'est-à-dire de la souffrance du père, la violence du père. Il a été très violent, et il explique notamment un épisode très douloureux où il voit un jour son père slammer sa mère au sol, et lui, il ne peut rien faire. Et il est là, il regarde sa mère saigner au sol et il se dit « I'm a coward », je suis un lâche. Et à ce moment-là, il se dit « Qu'est-ce que je peux faire, moi, là-dedans, pour apporter de la lumière à ma mère dans cette situation qui la brûle et qui me brûle ?» Et en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit l'humour. Donc il se met avec un cahier, il parle beaucoup de son cahier dans son livre, il se met à écrire des jokes, des blagues, des histoires. Et en fait, il descend pour faire rire sa mère. À chaque fois, il descend de sa chambre, il sort de sa chambre pour aller faire rire sa mère. Et il dit qu'en fait, c'est la plus belle force qu'il ait trouvée. Et ensuite, quand il commence dehors et qu'il doit un peu s'assumer et s'affirmer, dans les premiers raps et dans les premiers battles, parce que c'était sa manière un peu de s'intégrer, lui, au lieu d'être méchant et de faire le mec bad boy qui vient de la street, c'est le premier à faire des punchlines d'humour. Et il dit, quand tu fais rire la foule, t'as gagné la foule et t'as gagné même le meilleur rappeur du lycée. Et en fait, tout ce travail de l'humour et des blagues qu'il avait travaillé dans sa douleur pour faire rire sa mère, c'est ce qu'il a mis dans ses vers. Et c'est ce qui a fait ce qu'il est devenu, parce qu'aujourd'hui, on connaît Will Smith comme un acteur, alors qu'à la base, c'est l'un des premiers Grammy hip-hop au monde. C'est quelqu'un d'exceptionnel qui a tout arraché dans la musique, et avec son style très spécial qui est de l'humour. Donc, de sa douleur, il en a fait de l'humour, et tout ça, il l'a fait avec amour, justement. Donc, je pense, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas éduqué à la douleur. Et pourtant, dans le sport, on l'est. On te dit d'aller au sport, c'est normal de souffrir, c'est normal de porter des poids. Retiens bien ce mot, porter des poids, des charges. C'est normal de se déchirer des cellules et des tissus pour avoir une meilleure forme. C'est ce qu'on dit. Donc c'est normal d'aller souffrir et de pleurer ou d'être mal ou même de vomir parfois au sport pour atteindre un meilleur niveau. Par contre, dans la vie, on ne nous l'a pas dit. On nous a pas dit, tu sais, la vie, c'est aussi une salle de sport. Ouais, c'est vrai. Tu auras des moments où tu vas être content, où tu vas être en forme et tu vas avoir des victoires, mais tu auras aussi des moments où tu auras des poids. Et ces poids vont te déchirer. Mais parce que ces poids vont te déchirer, ils vont te permettre de te reconstruire. Et parce qu'ils vont te permettre de te reconstruire, tu vas pouvoir grandir. Comme l'arbre qui se déchire, qui se reconstruit et qui grandit à chaque fois plus pour se rapprocher de la lumière. Pourquoi l'arbre pousse en hauteur ? C'est pour aller se rapprocher de la lumière. Mais s'il peut le faire, c'est parce qu'il meurt. S'il ne laissait pas ses fruits mourir, ses feuilles mourir pendant l'automne et l'hiver, il ne pourrait jamais
avoir ces nouveaux fruits et se rapprocher du soleil. Donc c'est une éducation. Et vu qu'on on ne nous éduque pas de cette manière, forcément quand on voit la douleur dans une relation, dans un projet ou personnellement avec soi-même, on croit que la vie nous en veut. On croit que nous ne sommes pas sur notre chemin. On croit que, par exemple, que l'univers n'est plus là, que Dieu n'est plus là. Cette fameuse nuit de l'âme, c'est celle où les mystiques disent c'est là où je ne crois plus en Dieu, c'est là où la vie m'a abandonné, c'est là où l'univers m'a abandonné. Alors qu'en fait, si on est éduqué, entre guillemets, à cette souffrance de la vie, on prend conscience que ce qui est là, ce qui arrive contre nous n'est pas là contre nous, mais pour nous, pour que l'on se réalise. Et c'est ça que j'ai retenu du livre. Magnifique. Tu sais, je ne sais pas si tu l'as vu, mais à un moment donné, j'ai les larmes qui me sont montées dans les yeux. Quand j'ai parlé je de la pense mer. que, ouais, exactement. Moi, ceux qui écoutent, et toi tu le sais, moi je suis fascinée par les histoires parce que je suis convaincue qu'en fait on connecte par les histoires et l'histoire de quelqu'un nous rappelle forcément la mienne et de ceux qui nous entourent. Et je sais pas pourquoi, et pourtant c'est vraiment pas un truc que je voulais aborder dans cet épisode, mais je me suis posé la question, est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a eu cette fameuse gifle pour défendre sa femme? Exactement. Et je sais pas pourquoi j'ai vu ce Will en fait, alors c'est pas un proche, hein, c'est pas mon frère, hein, mais même si on s'est tous identifiés à lui, c'était un Renoir. Oui. Mais je l'ai vu en fait tellement mal de voir sa maman au sol et je me suis dit putain, mais est-ce que c'est pas pour ça qu'il a voulu défendre sa femme ce jour-là et se dire plus jamais on se foutra de la gueule d'une femme qui est en fait proche de moi, donc je la défends. Je sais pas, j'ai vu C'est cette marrant. image-là et qu'est-ce que t'en penses toi? Alors quand tu me le dis, j'ai des frissons. Parce que je me suis tellement senti infusé de ce livre. Il m'a tellement porté dans un moment... Pour la petite anecdote, je vais le dire quand même parce que ça a du sens. Le livre s'appelle Will. Will, en anglais, ça veut dire la volonté. Ouais. Et c'est ce qu'il dit dans son livre. Il dit, mon père, avec tout ce qu'il m'a fait de mal, entre guillemets, il a forgé mon will. Il a forgé ma volonté. Et j'ai lu ce livre au moment où j'ai perdu mon grand-père, qui était l'un, et qui est encore pour moi, parce qu'il vivra jamais en moi, l'un des plus grands héros de ma vie. Et il me disait toujours, chaque fois je lui disais, mais papy, comment t'as fait pour faire ça? Comment t'as fait pour venir en France? Comment t'as fait quand ton père il est mort? Comment t'as fait pour travailler sur les bateaux? Comment t'as fait quand... À chaque fois il me disait, la volonté, mon petit-fils, la volonté. C'est vrai. Oui. Et donc à chaque fois, quand j'ai eu ce livre, pour moi c'était la volonté, j'avais l'impression que c'était le message de mon grand-père. Waouh. Et donc, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la gifle, c'est exactement ça parce qu'il se dit, lui, son trauma, c'est d'être un coward, d'être un lâche. Et il le répète plusieurs fois dans son livre. Je suis un lâche, j'ai été un lâche, j'ai été un lâche. Et en fait, effectivement, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, mon Dieu, il répète son histoire, mais parce que là, il a peut-être une partie de lui qui veut la transcender pour se dire à lui-même aujourd'hui. Là, et c'était après lâche. avoir écrit le livre. Hein. Le livre était déjà écrit. Ok. Et, intéressant ça. et moi, je me suis dit, c'est marrant parce que le livre, on dirait une thérapie. Ouais. Et donc, c'est pas on dirait, c'est clairement une thérapie. Le chapitre 10 s'appelle Alchimie. Je sais plus si c'est le 10 ou c'est le 11, mais je crois que c'est le chapitre 10. Dedans, il parle de Paolo Coelho, du coup, de l'alchimiste. Il dit que c'est le livre qui a changé sa vie. Et en fait, moi, je me suis dit qu'il était guéri. Quand j'ai fini le livre, je me suis dit, il est guéri, ça, il a complètement transmuté, il a transcendé. Et en fait, quand je l'ai vu donner cette gifle, et j'ai eu deux manières de voir la chose. La première qui est, il montre au monde et à lui-même qu'il n'est plus un coward, qu'il n'est plus un lâche, parce que, comme tu le dis, c'est par rapport à sa femme, donc il y a un lien avec la mère. Et d'un autre côté, j'ai appris avec toutes ces années d'accompagnement avec mes clients, avec mes patients, que ce que l'on rejette le plus dans la vie, on va finir sous une forme ou sous une autre par le répéter. Et en fait, quand il fait ça, il répète d'une certaine manière le geste du père. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui lui manquait. Je ne suis pas en train de valider cette gifle, mais c'est peut-être ce qui lui manquait pour qu'il vive dans sa chair, qu'il expérimente dans sa chair exactement la leçon qu'il porte au monde. Ouais. Et en fait, en vivant cette gifle, c'est comme s'il s'était mis à la place de son père. Et je pense que des fois, se mettre à la place de la personne qui nous a fait le plus de mal, même si parfois c'est impossible, bien sûr, et où ça peut l'être avec beaucoup de travail intérieur. Mais en tout cas, je pense que d'une certaine manière, il a été à la rencontre de son père à travers cette gifle, même si tout ça, c'est inconscient. Je pense que ce sont toutes ces choses-là qui se sont passées en lui. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'était compliqué pour lui d'en parler pendant un certain moment. Alors,
clairement, dans cet épisode, loin de moi l'idée de parler de tout ce qui est lié au complotisme, etc. Moi, j'ai eu aussi ma phase où pour moi, ce n'était pas Will Smith. Pour moi, c'était son clone. Pour moi, voilà, il y a tout un tas de théories qui est derrière. Là, l'idée, c'est pas de parler de ça, c'est vraiment de parler du cheminement d'un homme, de ce qui peut se passer à l'intérieur de quelqu'un quand il vit quelque chose et comment les histoires transmutent, en fait. Enfin, tout ce cheminement-là. Mais c'est un petit peu ce à quoi j'ai pensé quand tu faisais allusion à sa maman. Et je trouve ça intéressant. Et j'aimerais qu'on reparle de la logique. Oui. Ou plutôt de ce qui n'est pas logique. Je ne sais pas, je ne sais plus. Oui. Mais on en parlait en off. Et qu'est-ce que la logique, en fait ? Qu'est-ce que la logique ? Qu'est-ce que c'est codes ? Qu'est-ce que c'est normes ? Et c'est vrai que on fonctionne tous inconsciemment avec des codes que la société nous met, que notre éducation nous met, que l'école nous met, que nos potes nous mettent, peu importe. Mais c'est quoi ces codes ? C'est quoi cette logique ? Et pourquoi cette phrase, justement, qui part de la logique, mais qui finit par le mot magie, et qui finalement, quand on arrive à la fin, on se rend compte qu'il n'y a peut-être aucune logique si ce n'est la nôtre, et que finalement, la magie, c'est ce qu'on choisit de mettre dans nos vies à partir du moment où on a envie de vivre véritablement sa vie. Qu'est-ce que c'est que cette putain de logique et pourquoi il faut absolument s'en débarrasser justement comme un poids, comme au sport et est-ce qu'on ne peut pas se créer sa propre logique finalement qui serait la nôtre, nos codes, notre norme pour vivre mieux, tout simplement? Je pense que tu as vraiment mis le doigt sur ce qui est selon moi le plus juste. Chacun aura sa vérité, encore une fois. Mais je pense que dans le mot logique, il y a avant tout une partie il y a une logique universelle. Tu sais, par rapport au fonctionnement des planètes, au fonctionnement de l'univers, par rapport à tout ce que l'on voit aussi dans la géométrie sacrée, dans les mathématiques, il y a une logique universelle. 40 ans. Exactement, 40, tout ce qu'on disait avec Vénus et tout ça. Donc, il y a une certaine logique que je pourrais appeler peut-être la logique universelle qui se recoupe dans les chiffres, dans les mots, dans beaucoup de choses. Mais ensuite, la logique qui nous fait du mal, c'est celle que moi j'appellerais la conception mentale. La conception mentale, ça va être l'ensemble de nos codes, de nos cultures, de notre religion, de notre éducation, de tout ce que nous avons conceptualisé qui crée les filtres de notre réalité que l'on appelle nos perceptions. Et vu que j'adore jouer sur les mots comme tu le sais, pour moi souvent j'aime dire que tout est écrit dans le verbe percevoir. Soit tu perds, soit tu perces, en fonction de ta manière de voir. Et en vrai, nos perceptions, nos filtres, c'est un peu la conséquence de cette logique, de cette conception mentale que nous nous sommes faites par rapport à toutes ces croyances qui nous ont été infusées par nos codes, nos cultures, notre religion et tout ça. Il y a une partie bonne dessus, parce que ça nous élève et ça nous construit. Mais attention, parce qu'au bout d'un certain moment, si on se laisse enfermer et limiter par cette logique, on en oublie qui on est. Cette logique, elle est là pour nous faire grandir. C'est-à-dire que heureusement qu'on a des codes, une culture, des parents, une religion, et il y en a qui n'ont rien de tout ça. Mais heureusement que nous avons certains codes qui nous ont été affusés pour... C'est comme si on t'apprenait à faire les lacets. Heureusement que tu sais faire les lacets. Bien sûr. Mais après, à toi de savoir si tu veux des chaussures qui ont des lacets ou pas. Mais l'idée, c'est que à la base, ça t'élève. Mais sauf que si tu laisses la chose te dominer, alors t'en oublieras la logique de ton cœur. Sauf que ce qui te rendra vraiment en paix et aligné avec toi, et vraiment heureux, pas dans un bonheur illusoire où tout est beau, mais on va dire en paix et en alignement avec toi, ça va être ta capacité à mettre ta logique au service du cœur. Et elle est là la nuance. Tout est une question de nuance. C'est que très souvent, on met notre cœur au service de la logique. C'est-à-dire que le cœur est l'esclave et la logique est le maître. Et en général, ça ne rend pas heureux. Et ça ne fait que répéter nos schémas. Pour ça qu'on retrouve les mêmes personnes. On vit les mêmes couples, les mêmes relations ou les mêmes problèmes au travail. Parce qu'en fait, on laisse cette même logique driver notre cœur et notre vie. Mais l'idée, c'est de retourner la chose et de mettre notre mental, cette fois-ci, au service du cœur et de faire en sorte que le cœur soit le maître. Et là, ça change tout. Et là, on en revient à ce que tu as dit, c'est du coup, si on met le cœur en tant que maître, créer ses propres codes, créer ses propres règles. Et en fait, c'est ce que moi, j'appelle honorer sa vérité. Honorer sa propre vérité. Honorer sa vérité. Tu sais, on parle de récupérer sa véritable nature. Moi, je parle souvent de... Quand on sort du ventre de notre maman, on a cette espèce de vérité, cette pureté, en fait, tout ce qui nous appartient. Puis à chaque seconde de vie, bien, ça disparaît, ça se déforme. Mais tu sais, quand tu parlais de logique, de code, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au voyage. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été convaincue, et ça me reconnecte à ça, et peut-être que ça parlera aux gens qui nous écoutent, mais tu sais, j'ai l'impression que quand on voyage, ça nous nourrit énormément parce qu'on s'éloigne des codes que l'on a, on découvre les codes des autres, et du coup, avec
tous ces codes, tu vois, c'est des additions, on additionne tous ces codes, donc on a un peu décodé quelque part et on s'enrichit de tout ça et ça nous déconstruit complètement pour finalement nous ramener à soi et juste nous ramener à notre vérité à nous. Donc moi, j'ai toujours été convaincue que la plus grande richesse, tu vois, moi j'ai vraiment envie aujourd'hui de foutre mon argent dans les voyages. Vraiment, pour moi, l'argent c'est un moyen, c'est pas une finalité. Et ce moyen d'atteindre tous ces codes, tous ces gens, toutes ces cultures pour m'enrichir et arrêter de me casser la tête avec cette vérité-là et ce code-là et cette truc-là et cette éducation. Non. Tu vois, tu vas au Venezuela, tu vas aux Antilles, tu vas en Espagne, en Italie. On parlait tout à l'heure un peu de nos origines. Tu vas en Afrique, tu vas en Antarctique. Je sais pas, on a tous des codes différents. On en parlait aussi avec des personnes de Podspace tout à l'heure. Tu vas au Japon ou en Chine. Ils ont pas du tout les mêmes codes. Exactement. Ils ont pas les mêmes codes de politesse, de respect, de manière de s'alimenter. Tu vois, par exemple, même ne serait-ce qu'au niveau de la médecine. Dans certains pays, tu préviens la maladie. Nous, on y va quand c'est trop tard, tu vois. Donc, il y a plein de codes qui changent. Et je suis convaincue que les voyages, le fait de voyager, et puis parfois de voyager même juste à côté de chez nous, attention, c'est pas forcément des grandes expéditions, mais en tout cas, toute forme d'exploration permet de s'éloigner de ces codes un peu clichés et de se créer les siens, de peut-être se dire « Waouh, ce nouveau code, je le connais pas, j'ai pas été élevé comme ça, mais qu'est-ce qui me fait du bien ? Peut-être que je peux l'inclure dans mes codes et me créer ma propre vie avec ça. » Donc moi, je suis convaincue qu'il faut se nourrir de tout, encore une fois, le mot « tout », et de s'autoriser, d'oser se sentir libre de créer sa vie, en fait, finalement. Oui, moi, je pense par rapport à ce que tu dis, et c'est parfait, c'est que chaque voyage, c'est le miroir d'une partie de nous-mêmes, comme une relation et une personne qu'on rencontre. Très souvent, on va vivre une relation différente de celle d'avant et on va se dire « Ah, mais... c'est bizarre, je savais pas ça de moi. » Parfois même, on rejette, on dit « Ah non, mais c'est pas moi ça. J'aurais jamais pensé faire ça. J'aurais jamais pensé dire ça. » L'autre fait ressortir les côtés. Exactement. Parfois, waouh. Et en fait, de la même manière qu'une personne est un voyage, qu'un projet est un voyage est un miroir aussi, comme ces personnes et comme ces projets. Et en fait, je pense qu'à chaque fois que tu vas quelque part, si t'aimes autant voyager, c'est parce que t'aimes découvrir toutes ces parties de toi, parce que tu t'es éloigné de ce que t'avais, des codes que tu avais. Et j'adore cette phrase qui dit que quand on s'éloigne de ce que l'on a, on se rapproche de ce que l'on est. Ah ouais. Et je pense que c'est ça. C'est que quand on voyage, on n'a plus ni l'étiquette que l'on donne sur nous-mêmes, ni l'étiquette que les autres donnent sur nous-mêmes. Donc l'image que tu te donnes à toi-même, déjà, c'est une prison mentale. Et l'image que les autres mettent sur toi, c'est une prison aussi. Mais quand tu vas à l'étranger, t'es plus rien, t'es plus personne. Donc tu reviens au tout. Quand tu n'es plus rien, tu deviens le tout. Quand tu n'es plus personne, tu deviens toi. Et donc c'est là où tu te libères et tu t'autorises à être toi. C'est vrai. Waouh. Je pense que je vais reprendre les voyages. Mais c'est vrai que le voyage, c'est comme tu l'as dit, c'est comme dans une rencontre. C'est un voyage, une rencontre finalement. Tu découvres une autre partie de toi grâce à l'autre. Et la rencontre, ça peut être, encore une fois, c'est pas une personne forcément, ça peut être une situation. Tu rencontres quelqu'un, tu rencontres un environnement, tu rencontres une situation. Et finalement, ça ne fait que révéler cette partie de toi que tu ignorais. Et qui peut être parfois très, très malaisante, puis des fois très belle. Et tu te nourris avec ça. Tu parlais tout à l'heure d'équilibre, tu sais, entre le fait de mettre un pied, et on en parlait avec une belle rencontre qu'on a fait juste avant d'entrer dans ce studio, mais tu sais, cette notion un peu de mettre un pied dans les codes, mais mettre un pied aussi dans notre cœur, dans ce qui est en nous. Il y a 3-4 ans, je me suis formée pour devenir coach en méditation des origines. Et la personne qui m'a enseigné ça, donc s'appelle Christophe Loretz, quelqu'un que j'aime beaucoup, je l'embrasse à travers ce podcast. Il nous enseignait justement que la méditation, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas quelque chose qui vient du bouddhisme. Tu sais, tout le monde dit méditation, moi je suis musulmane, chrétienne, je peux pas du tout méditer, c'est pour les bouddhistes. Il y en a qui ont cette croyance. Mais la méditation, à la base, c'était une pratique qui n'était pas là pour... tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment pour se connaître. On médite pour introspecter, pour aller récupérer une part de soi, se recentrer, aller éduquer son ego, etc. Avant, c'était pas une pratique pour ça. La méditation, c'était vraiment une pratique pour découvrir l'univers qui nous entoure, pour vraiment en apprendre plus sur l'autre, en fait. Mais l'autre, l'univers, le monde, les gens qui nous entourent. Parce qu'avant, justement, les gens avaient beaucoup plus, et quand je dis avant, c'était il y a très, très longtemps, avaient davantage conscience de qui ils étaient. Mais par contre, ils avaient du mal à connecter avec l'autre. Donc, c'était initialement une pratique pour connecter à l'autre. Et puis, petit à petit, c'est devenu justement une pratique parce que maintenant, on s'intéresse beaucoup plus à l'autre. On est nourri par le regard de l'autre. On veut séduire l'autre. Tu vois, on est beaucoup tourné vers l'autre, malheureusement, et on galère à revenir à soi. Donc, aujourd'hui, c'est devenu une pratique vraiment où ça nous permet de revenir à soi.
Et moi, je suis convaincue aujourd'hui que la méditation, et en tout cas toute forme d'introspection ou de voyage intérieur, de voyage vers soi, finalement, c'est un pas dans les deux. Oui. Finalement, je découvre l'autre, je m'autorise à m'ouvrir au tout, au monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je médite les yeux ouverts, parce que j'ai besoin de voir aussi l'autre. Et en même temps, ça m'autorise, ça me permet d'aller en moi tout en acceptant l'autre. Oui. Il y a vraiment ce truc d'équilibre entre ok, je vais un petit peu fouiller en moi, mais j'oublie pas l'autre. Exactement. Tu vois ? Et je trouve que ça permet vraiment... Alors, encore une fois, c'est une pratique quotidienne, c'est des choses à mettre en place. C'est pas tac, je médite une fois, ça y est, je suis une meuf, j'accepte l'autre et je m'accepte moi. Mais je pense que quand tu mets ce genre de choses en place, ce genre de voyage, ce genre d'introspection, ça te permet justement d'avoir ce pied-là et ce pied-là pour commencer à avoir un équilibre et se sentir bien autant dans la société avec l'autre qu'avec soi. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que l'équilibre ne peut pas exister sans un centre. C'est un fait universel, il n'y a pas d'équilibre sans centre. Et la méditation, med, ça veut dire milieu, comme Méditerranée, la mer qui est entre deux terres. Okay. Donc la méditation, med, il y a milieu, et action, qui vient du latin atio, qui veut dire l'action. Donc la méditation, c'est l'action de revenir au milieu, de revenir au centre, magnifique. et donc de revenir à l'équilibre. Et aussi pour le petit jeu de mots, dans méditation, il y a medi. Medi en arabe, ça veut dire le guide. Et donc la méditation, c'est ce qui te permet de revenir au milieu, de revenir au centre, parce que dans ton centre, tu peux trouver la meilleure guidance, justement parce que tu as un pied d'un côté et un pied de l'autre, et tu peux juger avec un parfait équilibre, une parfaite balance. Magnifique. Tu vois, pour moi, c'était une évidence que c'était ça, finalement, à force d'explorer. J'avais plus envie de me dire que c'était l'un ou l'autre, et tu vois, je connaissais pas la signification du mot méditation. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, comme tu le dis, en vrai, c'est une pratique universelle. J'adore m'inspirer des différentes cultures, que ce soit des cultures du Moyen-Orient ou d'Amazonie, ou d'Afrique ou d'Asie, ou même dans les chamans d'Amérique du Nord. Et en fait, c'est incroyable parce que tu te rends compte qu'il y a un point commun à tous les sages, à toutes les cultures, à toutes les religions. Et c'est cette fameuse méditation. Chacun mettra le mot qu'il veut, mais finalement, c'est ce moment où tu te recentres, où tu respires, où tu reconnectes avec ton fort intérieur, parce que c'est là où tu te reconnectes à la source. C'est là où tu te reconnectes au tout. C'est là où tu fais en sorte que quand tu es connecté à l'extérieur, en fait, ta vie devient comme une sorte de vague. Et dès que tu médites et que tu reviens au centre, ces vagues deviennent un lac. Et en fait, quand la mer elle est agitée, tu ne peux pas voir, l'eau est trouble. Mais quand la mer est calme, elle est transparente et tu peux voir à travers. Et c'est pour ça que la méditation permet de trouver ces réponses qui sont justes et alignées pour toi. Exactement. Moi, j'en suis arrivée à un constat, peut-être qui changera à un moment donné, mais je suis convaincue aujourd'hui que la solution à beaucoup de choses, c'est juste de s'écouter. Oui. Et moi, je trouve que cette pratique, elle me permet de plus en plus d'aiguiser cette écoute. Tu vois, je parle vraiment de cette écoute du cœur, cette écoute, on parle de l'intuition, mais je pense vraiment que l'intuition, tu vois, faut même pas le dissocier de soi. C'est pas une troisième personne, c'est pas un troisième truc ou une deuxième, peu importe. Enfin, une autre. C'est pas un truc, une entité en plus de soi. C'est juste parce que tu vois, souvent il nous arrive plein de trucs dans la vie. Ouais. On a la réponse tout de suite. On sait quand on voit quelqu'un, on sait quand on fait quelque chose si c'est bien pour nous ou pas. Mais on fait les meufs, tu vois. Si c'est pas grave. Elle arrive trop vite la réponse. C'est pour ça. Elle arrive tellement vite. Non. Et en fait, je suis convaincue aujourd'hui que on a juste à s'écouter pour être heureux. On a juste à s'écouter pour ne pas subir. On a juste à s'écouter pour vivre notre vérité. Et moi, cette pratique, comme des discussions avec toi, par exemple, ou comme certaines rencontres, ou comme certaines balafres de la vie, à chaque fois, ça me ramène à ça, finalement. Et si la solution, finalement, ce serait pas juste de s'écouter ? Alors, c'est dur, c'est pas facile. C'est facile à dire comme ça, mais c'est pas facile. Mais quand on travaille un petit peu ça au quotidien, finalement, c'est très simple de s'écouter. Et c'est la meilleure boussole qui soit. Oui. Quelle a été, toi, ta boussole ? Moi, aujourd'hui, c'est ça. Tu vois, par exemple, c'est quoi, toi, ta boussole qui te donne un peu de magie et qui te permet, pour revenir à la citation de Will Smith, mais qui te permet aujourd'hui d'être heureux ? Je dirais que ma boussole, comme tu l'as bien dit, c'est avant tout une pratique. Si je ne pratique pas, je perds de vue cette boussole. Comme un marin dans l'océan, il a beau connaître la destination, il sait exactement où il va, il sait d'où il part, il a regardé toutes les coordonnées sur la boussole, mais il ne la regarde pas qu'une fois. Il la regarde sans arrêt, sinon il va se dévier d'1%, et même s'il se dévie d'1% d'1 degré, il va finir à l'autre bout alors qu'il voulait aller à un certain endroit. Donc je dirais que ma boussole, c'est avant tout une pratique de méditation, justement,
d'un ensemble de rituels et j'invite chacun à créer ses propres rituels, en fait, physiques, spirituels, mentaux. J'adore méditer, faire mon sport et faire plein d'autres choses derrière. Et c'est comme ça que je reste connecté à cette source, à ce centre. Le but, c'est que peu importe ce que tu trouveras, c'est de rester connecté à ton centre à travers ces routines et ces pratiques, parce que c'est là que se trouve ta boussole. Et je pense que il y a aussi une chose, parce que tout à l'heure, tu as dit, c'est juste ça. Et c'est vrai que c'est juste ça. C'est simple en soi. C'est simple, mais pas facile. Ouais. Et derrière ce juste, en fait, pourquoi finalement on le fait pas tous ? Ouais. Pourquoi au final, on a dit cette magnifique phrase au début que ça sert à rien d'être dans la logique, faut être dans cette magie, que dans cette magie se trouve le champ des possibles. Mais est-ce que c'est pas justement parce qu'on écoute trop la logique ? C'est pas parce qu'on écoute trop ce que la société nous dicte ? Alors je pense que c'est parce qu'on a peur de la conséquence de sortir de cette logique. Okay. La première peur que l'être humain a, vu qu'on est un animal grégaire et que ça veut dire qu'on aime être ensemble, c'est la peur de l'abandon, d'être rejeté et de la solitude. En fait, c'est ça. La peur intrinsèque, au fond, c'est que, mais si je vais dans ma boussole à moi, dans ma source à moi, mais toutes ces personnes qui m'ont connu et qui m'ont vu d'une certaine manière ne vont plus me reconnaître, vont me juger, vont me dire, et d'ailleurs, souvent, quand on fait des choses pour nous-mêmes, on dit « Ah, t'as changé ». Non, t'as pas changé. Tu t'es juste appris à te découvrir et à te connaître. Et en fait, c'est pour ça qu'on le fait pas. Parce que ça veut dire, encore tout à l'heure, j'avais une discussion avec mon père, on n'était pas du tout d'accord, alors que mon père, avec mon grand-père, c'est mon plus grand héros. C'est vraiment pour lui, au début, que j'ai voulu, dans ma vie, avancer. C'était pour la fierté de mon père. Au tout début. Travers le sport. À travers le sport, à travers beaucoup de choses, à travers tous les projets et les business que j'avais lancés au début et qui ont foiré. Mais quand j'en avais... Tu as fait du marketing de réseau, toi. Du marketing de réseau. Je vendais aussi ça pour mon compte à moi, sans marketing de réseau, des enceintes, des bracelets. Ah donc, tu vois, j'adore. C'est vrai, je me rappelle de cette histoire. Voilà, je vendais des enceintes, je vendais des bracelets. Dans le marketing de réseau, c'était autre chose. Je travaillais dans une conciergerie privée aussi la nuit. Et je donnais des cours d'italien le week-end. Et en fait, mon but, c'était juste de tout faire pour un jour essayer de rendre fier mon père. Et je pense que, tu vois, encore quand je vois la petite embrouille que j'ai eue avec lui avant, je me dis, mais ça fait tellement peur d'aller à la rencontre de cette logique, parce que ça veut dire aller à la rencontre, presque s'opposer, mais tu t'opposes pas finalement, mais ça veut dire aller à l'encontre des gens que tu aimes. L'encontre du père, l'encontre de la mère, l'encontre de la culture, à l'encontre parfois de ce que l'on t'a dit de Dieu, tu vois, de l'univers. On t'a dit que Dieu, c'était ça, on t'a dit que l'univers, c'était ça. Et si, pour toi, cette foi, elle est hyper importante, si tu fais un truc qui sort de ce que l'on t'a dit, t'as l'impression que tu sors de Dieu. Ouais, j'avoue. Alors que peut-être pas. Peut-être que finalement, la vérité, elle se trouve à l'intérieur de toi et que l'univers, la vie, Dieu l'a mise à l'intérieur de toi. Qui pourra savoir ? Et finalement, aller à l'encontre de ça, ça fait peur. Parce qu'on se dit, si je vais à l'encontre des choses que j'ai le plus valorisées dans ma vie, mais alors j'ai pas de valeur. Ouais. Alors je me dévalorise. Et donc finalement, ça fait tellement peur de sortir de ces codes, tellement peur du jugement, tellement peur de sortir de cette prison, que finalement, on préfère y rester. C'est pour ça que Marianne Williamson, son discours a été repris par Nelson Mandela lors de son investiture en tant que président de la République, président d'Afrique du Sud. Eh bien, il reprend son discours, il reprend des phrases de Marianne Williamson où elle dit, je ne l'ai pas exactement cette phrase, mais tout le monde la connaît, elle est magnifique. Tu sais, la phrase qui dit que ta plus grande peur, c'est finalement d'être puissant au-delà de toute limite. Ah non, je ne connaissais pas, tu vois. Et pas. Okay. Si tu regardes le discours de Nelson Mandela lors de son investiture pour la présidence, il reprend cette phrase. Okay. Et que notre plus grande peur, en fait, c'est d'être puissant au-delà de toute limite. En fait, que notre plus grande peur, c'est de sortir de nos barreaux. C'est de sortir de cette logique, de sortir du champ des possibles. Parce que finalement, et là, je te pose cette question à toi, Céline, mais à toutes les personnes qui nous écoutent, si vraiment tu devenais ce que tu es, si vraiment tu devenais ce que tu aspires à être, si vraiment tu exprimais tout ce qui brûle dans ton cœur, oh putain, j'ai envie de me lever du siège là et de faire des trucs. Mais toi, t'as envie, parce que t'as fait un gros travail intérieur déjà. Mais finalement, pour beaucoup de gens, si tu imagines ta vie, si tu imagines écouter vraiment ton cœur, à quoi ressemblerait ta vie, eh bien, je peux te dire que ça fait peur. Parce que tu dis, attends, mais qu'est-ce que va dire mon copain, ma copine, mon père, ma mère, ma culture, mes codes ? Et tout d'un coup, tu te vois rejeté par tout le monde, alors que tu oublies que derrière, il y a un nouveau monde qui t'attend. Oui, ce n'est pas le monde de ton passé. Oui, ce n'est pas le monde de qui tu croyais être. Mais j'adore aussi cette phrase qui dit, laisse mourir qui tu croyais être et tu verras naître ce que tu es. Vraiment. C'est ouf. Je pense que là, ça fait quoi à tous ceux qui nous écoutent. Moi-même, ça me fait des frissons. Et c'est vrai que... Putain, il y a tellement cette peur de... Tu vois, cette peur de solitude, cette peur de blesser l'autre, cette peur... C'est vrai que souvent, on n'ose pas parce qu'on a peur. Oui. Putain, et quand on se débarrasse de cette peur et
et qu'on place de l'amour dans ça, Exact. ça peut changer la donne. Exact. Et c'est vrai que quand on se projette finalement dans ce qu'on pourrait être, dans ce qu'on est, en fait, juste même pas ce qu'on pourrait être, dans ce qu'on est. Et tu as dit un mot-clé, parce que tu as dit encore une fois, tu as parlé d'amour. Et en fait, quand on a peur, chaque peur vient d'un manque d'amour. Parce que quand on se sent rejeté, quand on a peur d'être rejeté, de se sentir seul, c'est parce que quand on s'imagine seul, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire seul ? Mais ce truc de qu'est-ce que je vais faire seul vient d'un manque d'amour. Bien sûr. Parce que quand tu t'aimes... On cherche sa moitié, Exactement, on cherche un manque. Ah ouais, bien sûr. Exactement. Donc quand on, pour reprendre une discussion, quand on récupère cette moitié que l'on voulait chercher ailleurs, chez un homme, une femme ou un père, une mère, cette moitié, ce vide, ce manque qui a généré en nous cette blessure qui s'est transformée en peur. Parce que forcément, le manque de notre vie a créé une blessure, mais cette blessure n'a pas envie de la revivre. Donc, ça crée la peur. Et finalement, si on continue de cultiver cette blessure et cette peur, ça veut dire qu'on manque d'amour envers nous-mêmes. Mais si on récupère cette blessure, si on récupère cette partie de nous qui a été fragmentée dans notre vie, à chaque fois qu'on est tombé, qu'on s'est fracassé sur le sol, si on récupère cette partie de nous et qu'on apprend à aimer cette partie de nous blessée, qu'on apprend à aimer ce trauma, cette difficulté et cette blessure que l'on a vécue, que l'on apprend à s'aimer pour arrêter de se juger, là finalement on devient unis avec nous-mêmes et on retrouve le tout et là on n'a plus peur d'être seul. Et devine quoi ? Exactement, quand on n'a plus peur d'être seul, c'est là où en fait il y a le monde avec nous. Bien sûr. Il y a des gens qui sont entourés, qui ont le meilleur entourage possible, mais qui se sentent profondément seuls, et des gens qui sont en haut d'une montagne à méditer et qui se sentent avec l'infini. Puis même sans aller au-delà d'une montagne, enfin sur une montagne, juste seul. Mais tu sais, alors, je m'écarte un peu de ce que tu dis, mais pour revenir juste sur cette notion de peur et d'amour, et je rebondis juste là-dessus parce que moi, c'est vraiment une clé qu'un jour tu m'as livrée lorsqu'on discutait, toi et moi, et c'est vrai que ce jour-là, j'avais une peur bien précise. Et tu m'expliquais d'ailleurs, grâce aussi à un extrait qui est dans un livre Conversation avec Dieu, où dans cet extrait, il y avait cette notion de peur et d'amour avec ce fameux curseur qu'on place. Tu vois, c'est vraiment les émotions racines. Et souvent, on pense que le contraire de l'amour, c'est la haine, mais finalement, c'est la peur. Et que si dans une conversation, tu sais, des fois, on a peur de parler à quelqu'un, on a peur de faire quelque chose, mais si à la place de cette peur, on met le curseur plutôt vers l'amour, et que dans la conversation, on met... Comment dire ça ? Si je parle avec toi, imaginons que j'ai peur de toi, j'ai peur peut-être du jugement que tu vas me porter, j'ai peur de te blesser. Si dans cette conversation que j'ai avec toi, qui peut être un peu compliquée, je place de l'amour à la place de la peur, l'amour de t'élever, l'amour pour m'élever moi, l'amour pour élever la relation qui est entre nous, et ben finalement la conversation n'a plus du tout le même sens. Oui. Et même si à la base j'avais peur, quel que soit le fond, quel que soit ce que j'ai à dire, si je suis là pour t'élever, si je suis là pour m'élever, je vais dire quelque chose de magnifique qui va nous servir à tous les deux. Et finalement, quand on a cette philosophie, en tout cas notre manière de communiquer avec l'autre, parce qu'en fait, on ne communique pas pour nous, on ne communique pas pour avoir peur, on ne communique pas pour aller charcuter l'autre, on communique forcément pour nourrir l'autre, pour nourrir ce nous, pour nous nourrir nous aussi. Quand on a conscience de ça, je trouve qu'on ne communique plus de la même manière et qu'on est toujours en train de s'élever finalement, quel que soit le fond de la conversation. Et je pense qu'il est vraiment temps qu'on mette de l'amour, alors je ne parle pas de paillettes, qu'on mette juste de l'amour au lieu de mettre de la peur dans nos actes, dans nos dires, dans nos pensées aussi, tu vois. Mais si on mettait juste de l'amour avec tout ce que tu as dit tout à l'heure, la lumière, tu vois, tout ça, ça peut vraiment changer beaucoup de choses et nous permettre d'accéder à une autre vie, tu vois. Oui, exactement. Et je pense que quand tu parles de ça, mettre de l'amour, mettre de la lumière, je sais que plein de fois, quand j'ai parlé de ça avec des personnes, souvent on me dit mais ok, mais c'est quoi mettre de l'amour ? En plus, Céline, elle a dit c'est pas mettre des paillettes, mais du coup, c'est quoi ? Mais la lumière, c'est quoi ? Non, mais concrètement, c'est quoi ? Et vraiment, je tiens à donner un conseil qui, moi, m'a permis de changer mon existence. C'est que l'amour, pour moi, c'est l'équilibre des perceptions. Je m'explique. Quand tu as une perception déséquilibrée, c'est-à-dire que quand tu vas avoir plus de négatif, par exemple, que de positif, tu vas émettre un jugement. Un jugement va émettre une séparation. Cette séparation va t'éloigner de l'amour et c'est ce qui va créer une blessure. Exemple, on parlait de Will Smith. Ouais. Si lui, il se dit « ce qu'a fait mon père, c'est horrible », il a le droit. Il y a une partie de la vérité dedans. S'il cultive que c'est horrible, il va du coup constamment être dans le jugement, constamment dans la séparation
et il sera à l'opposé de l'amour. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il sera seul avec lui-même, ses démons vont le hanter parce qu'il y aura cette partie blessée qui va être réveillée dans des conflits, ça peut être avec sa femme, avec ses enfants ou avec la vie en général. Comment il a transcendé ça au cours de son livre? Quand tu lis son livre, tu sens que son livre, c'est vraiment sa thérapie, encore une fois. C'est quand il prend conscience, en fait, que sa plus grande blessure, dans le mot blessure, il y a le mot bless, qui veut dire Je savais que bénir, t'allais dire ça. devient son blessing. Ouais. Lorsqu'il prend Incroyable, conscience ça. que sa plus grande blessure est en réalité son blessing, que sa plus grande crise est en réalité sa plus grande bénédiction, là, il se crée l'amour. Parce qu'il se crée l'équilibre des perceptions. Yes. Et dans l'équilibre des perceptions, c'est exactement ce qui se passe dans l'univers. Lorsqu'une particule est constamment en quête de son antiparticule et que ces deux particules se rencontrent, il se crée une nouvelle particule qui est une particule de photon. Et le photon, c'est une particule de lumière. Yes. Donc lorsque le moins rencontre le plus opposé, c'est pas de la pensée positive. C'est pas faire semblant que ça n'existe pas et laisser les mauvaises pensées dans le placard parce que quand il y a la merde dans le placard, au bout d'un moment, ça va sentir. Non, c'est partir de cette blessure, de cette douleur. Quand tu cherches en quoi cette douleur est ton plus grand pouvoir, là, à l'intérieur de toi, il y a de l'amour qui se crée. Et ça, c'est un vrai pouvoir. Magnifique. Je savais que tu allais parler de la blessure et le blessings. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter les podcasts qui sont vraiment très courts à écouter, mais tellement puissants. Moi, que je me mets souvent en boucle dans la voiture. Les épisodes de podcast de Maxime, le Powercast, qui donne beaucoup de power. Franchement, c'est une grosse dose de vitamines. Parfois, il chante avec une petite guitare. C'est vrai. Parce que c'est un artiste, Maxime. Parfois, il rappe, parfois, il chante, parfois, il fait du R&B, tout ça. Mais surtout, il y a des messages très, très puissants. Le deuxième épisode, moi, m'avait beaucoup marqué. C'est un épisode que j'ai écouté une vingtaine de fois. Mais vraiment, je me suis butée à cet épisode. Je le trouve sublime, celui avec la guitare. Oui. Et il y a des moments comme ça très forts qui nous permettent de réfléchir un petit peu sur ce que l'on traverse et avoir peut-être des clés comme ça qui sont un peu game changer et nous permettent d'avancer autrement. Il n'y a pas très longtemps, tu as partagé gratuitement une masterclass sur les relations. Oui. Ce sont des audios que j'ai écoutés d'ailleurs aussi dans ma voiture. Alors moi, ma voiture, c'est mon sas. Je vois ça. C'est ton studio, c'est ton concert, c'est ton voyage. Je travaille dans un bel endroit. Moi, c'est la voiture. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu refaire un podcast parce que je trouve que le format audio, c'est génial. Tu sais, maintenant, on est tous un peu dans le rush, tu vois. Et je trouve que c'est un bon moyen quand tu es au volant d'optimiser ton temps et d'écouter quelque chose qui te fait du bien. Tellement. Moi, vraiment, quand je dis c'est un sas, c'est vraiment mon sas de décompression. Tu sais, t'es maman, t'es en couple, tu travailles, t'es entrepreneur, t'as 1 milliard de casquettes, parce qu'on est des multi-passionnés, multi-actifs. Et dans la voiture, tu fais tes trajets, t'as ce moment où t'es juste là, hyper conscient, avec toi-même, et t'as une voix qui te berce et qui te rappelle juste des putains d'évidences. Donc moi, j'adore écouter des audios dans ma voiture. Bref. Et cette masterclass, je voudrais qu'on en parle quand même rapidement avant de se laisser. Ça passe très vite, mais on va se laisser bientôt. Parce qu'il y a quand même de sacrées pépites. Merci. Sur les relations, sur comment accueillir une relation, comment comprendre une relation, qu'est-ce qu'elle vient foutre là dans notre vie, cette relation. Pourquoi elle peut être, on parle du mot toxique, mais pourquoi elle peut être un peu compliquée, mais pourquoi finalement, même si elle est compliquée, on l'accueille et on voit ce qu'elle nous offre. Qu'est-ce que tu partages dans cette masterclass, Maxime ? Donne-nous quelques petites pépites comme ça sur les rencontres. La première pépite, qui pour moi est quelque chose que je pense qu'on sait tous à l'intérieur de nous, mais que la relation à l'autre est avant tout un miroir de la relation que l'on a avec nous-mêmes. Et que l'autre personne est là comme un guide, dans le meilleur comme dans le pire, pour nous montrer cette relation que l'on a avec nous-mêmes. Et que en fait, quand on dit par exemple à quelqu'un « Ouais, mais tu ne me valorises pas, tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas là », en fait, c'est souvent un miroir de ce que l'on a avec nous-mêmes. C'est-à-dire, quand on voit constamment quelqu'un qui ne nous valorise pas, la question est « mais est-ce que toi, tu te valorises ?» Quand on voit quelqu'un qui ne t'écoute pas, mais est-ce que toi, tu t'écoutes ? Pire, quand on voit quelqu'un qui nous a trahis et que là, on est déchiré de l'intérieur. Oui, mais toi, quand est-ce que tu t'es trahi ? Est-ce que tu ne t'es pas trahi pendant tout ce temps pour ne pas exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur de toi parce que tu avais peur de perdre cette personne ou tu avais peur de décevoir un père, une mère ou un code encore une fois. Tu avais tellement peur de ne pas exprimer qui tu es que tu te trahissais déjà. Tu vas attirer une situation de trahison.
Ou du moins, on pourrait me dire, ouais, tu dis n'importe quoi, ce qu'il a fait, c'est une pure trahison. Ok, tu peux croire ce que tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu vois les relations comme un miroir, au lieu de voir les douleurs de tes relations comme une blessure, tu vas les voir comme un guide. Donc ça, c'est la première pépite que j'aimerais donner, c'est vraiment, vois les personnes comme un miroir. Ce que tu leur reproches, vois en quoi, toi, tu ne te l'apportes pas non plus. Et surtout, ce que tu demandes à l'autre, et ça, c'est la deuxième pépite, je vais en donner une troisième après, ce que tu demandes à l'autre, la clé, c'est de te l'apporter à toi-même. C'est-à-dire que tout l'amour, l'écoute et la présence que tu demandes à l'autre, si tu t'apportes cet amour, cette présence et cette écoute que tu lui demandes, je t'assure que dans 1 an ou dans 3, la seule chose qui aura de pareil entre toi et cette version de toi dans 3 ans, ce sera ton nom et ton prénom. Tout le reste aura changé et tu seras devenu libre parce que tu ne seras plus devenu attaché à quelqu'un pour devenir ta moitié, parce que cette moitié, tu l'auras récupérée par toi-même, avec toi-même et pour toi-même. Et là, les relations d'amour que tu vas vivre auront un tout autre niveau, une toute autre fréquence. Et j'en arrive sur le dernier point, la troisième pépite que j'aimerais donner, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas des personnes, nous sommes des fréquences. Nous sommes des atomes qui vibrons entre nous. Et donc, en fait, en tant que fréquence, la loi de vibration dit que nous attirons une fréquence, se connecte aux choses, aux gens et aux événements d'une même fréquence. Donc, en fait, tu ne peux pas vouloir attirer l'amour si tu vibres la haine ou la peur ou le jugement. Tu ne peux pas attirer l'abondance si tu vibres le manque. Tu ne peux pas attirer quelqu'un de présent si tu vibres ce manque de présence. Et donc, en fait, la clé est de vibrer à la fréquence de ce que tu demandes. Et que si tu veux plus d'amour dans ta vie, alors vibre cet amour et n'attends pas qu'il vienne de quelqu'un d'autre, parce que je t'assure que quelle que soit la beauté de la personne qui viendra dans ta vie, si tu recherches chez cette personne qu'elle comble un manque, cette relation deviendra toxique et en ce sens, ce ne sera pas ton copain ni ta copine, mais ton dealer. Parce que si quelqu'un vient combler un manque, tu es déjà en train d'infuser le poison dans cette relation. Et donc, la clé, qui est la pépite extrême, selon moi, de cette masterclass que j'offre, c'est avant tout de se dire que la clé n'est pas de chercher la bonne personne, mais de la devenir. J'ai bien aimé le passage du dealer. Ah ouais. Je me disais que j'avais un petit côté voyou, moi je suis dealer. Oui, mais c'est ça, mais on le cherche, notre dealer. On le cherche jusqu'à temps qu'on fasse une overdose. Et qu'au bout d'un moment, la gifle soit trop forte et qu'on se dise, mais en fait, c'était une illusion. Tout ce que je cherchais chez l'autre, en fait, je ne peux le trouver qu'en moi. Mais il faut que la gifle soit forte pour se réveiller. Mais carrément. Voilà, je rigole, même si c'est purement vrai. Moi, j'arrive plus à me positionner en mode victime, tu vois, genre c'est la faute de l'autre. Moi, je suis tellement convaincue que les personnes qui sont en face de nous apprennent quelque chose. Je pense qu'il faut vraiment accueillir tout ce qui se passe en face de nous parce qu'il n'y a pas de hasard. Et oui, cette question de fréquence, en fait, c'est juste de se dire qu'en fait, on a face à nous ce que l'on est. Donc, si en face de toi, tu as quelqu'un qui te trahit, tu as quelqu'un qui te fait du mal, qui peut être un peu dur, autoritaire, qui est peut-être... en tout cas, qui n'est pas ce que tu veux, mais en fait, c'est ce que tu es actuellement. Donc, peut-être apporte-toi ce truc-là. Vois ce qui a libéré en toi. Comprends peut-être l'histoire de ta famille, de la lignée des femmes qui sont dans ton histoire. Comprends ce que tu as besoin de comprendre pour te récupérer. Tu vois ? Et je pense qu'en face de toi, tu as juste une personne que tu avais besoin d'avoir à ce moment-là de ta vie, mais c'est pas forcément la personne avec qui tu dois être toute ta vie. Exactement. Et c'est ça qui est hyper important. Et attention, quand je parle des relations, et je pense que Maxime aussi, on ne parle pas forcément de ton mari, de ton homme, de ta femme, mais de toute relation, qu'elle soit professionnelle ou amicale. Tu attires ce que tu es. Et quand je t'entends parler, je me rappelle de certaines rencontres, de certaines relations, quelles qu'elles soient, et je pense vraiment que même si elles ont été compliquées ou parfois magnifiques, elles m'ont toutes renvoyé ce que j'étais à ce moment-là. Et je pense qu'il est temps, bordel, oui. qu'on ait des putains de relations, quoi, avec de la lumière, de l'amour, de la douceur, de la paix. Mais avant qu'on ait ce type de relation, est-ce qu'on ne peut pas l'être juste un peu plus ? Est-ce qu'on ne peut pas juste en avoir un peu plus conscience ? Et je crois que c'était ça, cet épisode aujourd'hui. Oui. C'est peut-être d'avoir des clés, d'avoir des pistes de réflexion pour... un peu moins réfléchir, mais juste écouter ce que notre cœur nous dicte, écouter ce que l'on est, écouter ce qu'il y a au fond de nous, là, tu vois, et que la société cache un peu parfois avec des trucs qui nous foutent la frousse, là, à la télé ou à l'école, quand je vois ma fille qui a 12 ans, hein, des fois ce qu'ils disent à l'école, bon bref, arrêtez d'écouter tous ces bullshit et juste écoutez-vous, écoutez ce podcast, écoutez les masterclass de Maxime et ses podcasts aussi, mais récupérez-vous, écoutez-vous, et autorisez-vous, osez vivre la vie
qui vous permet juste d'être libre d'être vous. Et je pense que là, on va attirer des personnes qui seront comme nous. Pas forcément des belles personnes, mais des personnes qui seront à la même fréquence que nous et qui nous apporteront ce qu'on doit vivre, en fait, là, maintenant. Oui. Puis ça va évoluer avec ce qu'on doit vivre après. Oui, pour devenir ce que l'on est. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de magie dans nos vies maintenant ? Ouais, je pense qu'on est prêt à le faire. On est prêt ? Je pense qu'en cultivant tout ce qu'on vient de dire là, si on le pratique chaque jour et qu'on en prend conscience chaque jour, c'est clair que ça transforme beaucoup cette logique en magie. Et là, on peut rentrer dans le champ des possibles. Magnifique. Merci à toi, Maxime. Merci, Céline.